vous le rappeler. Alors, mesdames, messieurs, mes chers collègues, la délégation aux droits des enfants a choisi de consacrer tout un cycle d'auditions à la protection des mineurs. Donc, après avoir entendu divers acteurs, nous entendons aujourd'hui des associations chargées de la prise en charge des enfants dits mis sous protection. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Baptiste Cohen, des apprentis d'Auteuil, Mesdames Christine Oman et Julie Ducolon-Pelcharieux du GEPSO, et j'espère ne pas avoir trop écorché et vous m'en voudrez pas, je l'espère, Diane Semerjian et Hervé Lot de SOS Village France, et c'est tout bon. C'est tout bon. Je me disais... Je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour répondre à nos questions au sein de la délégation. Lorsque le juge estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger, il peut ordonner une mesure d'assistance éducative. Il peut alors être confié à l'aide sociale à l'enfance de son département, qui le prend en charge selon diverses modalités, famille d'accueil, établissement spécialisé, village d'enfants, etc. Mais le juge peut également ordonner une mesure éducative en milieu ouvert. Selon les chiffres de l'adresse de 2021, sur 377 000 enfants mis sous protection, 46 bénéficiaient de mesures éducatives à domicile et en milieu ouvert et 54 étaient accueillis dans les structures de l'ASE. En préambule, je tiens à remercier tous les professionnels qui œuvrent au quotidien pour s'occuper des enfants protégés. Certes, il y a des dysfonctionnements, mais ils ne doivent pas occulter le formidable travail que font la majorité des professionnels, et nous les en remercions, et je pense qu'il n'est jamais inutile de rappeler le merveilleux travail qu'ils font tous les jours. On le sait, on le voit, le métier d'assistant familial connaît une crise. Depuis des années, ce type d'accueil, qui était majoritaire, est en diminution. Il ne représente plus que 40% des mises sous protection par l'aide sociale à l'enfance. Il y a forcément une question des rémunérations qui doivent être interrogées, qui sont propres à chaque département. Mais si vous le pouvez, j'aimerais vous entendre sur la question des freins à l'attractivité du métier et quels sont ceux qu'il faudrait lever. Vos associations participent aussi à la prise en charge en animant des accueils éducatifs de jour ou l'hébergement en MEX. SOS Village a mis en place un dispositif particulier de maison familiale qui permet l'hébergement sous un même lieu de fratrie, ce qui évite des séparations traumatisantes. Sur cette question, l'article 5 de la loi du 7 février 2022 pose le principe de l'accueil des frères et sœurs ensemble en cas de placement, sauf si son intérêt recommande une autre solution. J'aimerais savoir si vous avez vu les choses évoluer depuis cette date. Je sais aussi que les enfants placés proviennent souvent de familles nombreuses, voire très nombreuses. Comment, à votre avis, peut-on faire pour relever ce défi d'accueillir les fratries ensemble ? J'aimerais aussi vous entendre sur comment on peut améliorer l'accueil éducatif et en faire un accueil de qualité dans les établissements. Nous connaissons tous les difficultés qu'il y a dans les établissements. Il est toujours intéressant de vous entendre, notamment sur les difficultés de recrutement des personnels, sur le taux d'encadrement, sur la formation de ces personnels. S'agissant de la prise en charge des mineurs, la question de la scolarisation est primordiale. 35% des jeunes sortis de l'aide sociale à l'enfance n'ont aucun diplôme ou seulement le brevet. Que pensez-vous des propositions du comité interministériel à l'enfance de novembre 2023 de désigner des référents à la fois au sein de l'éducation nationale et de l'ASE afin de favoriser leur parcours scolaire ? Ou comme cela est déjà le cas dans certaines académies, notamment celle du Nord, de nommer un référent enfant protégé dans les établissements scolaires. S'agissant du suivi de leur santé, le comité interministériel a également annoncé la généralisation en 2025 du dispositif Santé protégée, qui propose un forfait annuel par jeune afin de lui permettre d'avoir accès à un parcours de soins. Qu'est-ce que vous en attendez ? Avez-vous des besoins particuliers, des propositions à nous faire remonter sur la prise en charge de la santé de ces enfants ? Enfin, j'aimerais vous entendre sur le pilotage des établissements. Je sais qu'il existe bien entendu des appels à projets lancés par les départements pour l'organisation de lieux d'accueil qui vous seraient confiés. Il s'agit là notamment de prendre en compte l'augmentation d'enfants pris en charge. Ma question est double. Avez-vous connaissance d'un cadrage et d'une concertation nationale quant aux ouvertures de nouveaux établissements ? Et pourrez-vous répondre à cette demande de nouveaux établissements ? Je vous laisse à tous la parole pour un propos liminaire. Et comme vous êtes nombreux, je vais être gardien du temps. Là, vous êtes 3 organisations, donc on va vous limiter à 8 minutes par organisation pour ce début. Et après, on passera aux orateurs de groupe et aux questions de mes collègues. Donc ne soyez pas frustrés si vous n'arrivez pas à tout dire. Nous avons le temps. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Et Monsieur Cohen, je vous laisse débuter dans l'ordre. Je vous laisse. Allez-y, merci.
C'est rouge. Merci de votre accueil, Madame Goulet. Merci aux membres de la délégation. C'est aussi un plaisir d'être reçu par des gens qui sont attentifs à ce qu'on fait. Vous avez remercié ceux qui sont sur le terrain. Nous, on remercie ceux qui portent le sujet aux différents endroits. Ça fait partie des échanges de bons procédés. Ce n'est pas simplement une politesse, c'est sincère parce que ces lieux de parole sont essentiels. Alors, ça fait beaucoup de sujets, dont certains sont d'une très grande technicité, difficulté. Je ne suis pas sûr que nous, on soit capable de répondre en quelques minutes à autant de sujets, d'autant plus qu'on voudrait en aborder un autre, qui est un point de vue. Donc, sur les sujets, je ne sais pas s'il faut mieux... Je ne pense pas qu'il faille rentrer dans les sujets maintenant, mais sur la question des fratries, on va nous laisser SOS Village d'Enfants en parler, qui a vraiment une expertise sur ce sujet. On sait bien, en revanche, qu'on augmenté le nombre d'unités dédiées aux fratries dans nos établissements, puisqu'il y a eu des appels à projets et que ça se développe de cette manière. Est-ce que ça veut dire qu'on comprend mieux les besoins des fratries et qu'on sait comment organiser les établissements, gérer la logistique, garder des places disponibles et tout ça pour le faire? Ça, bien sûr que non, parce que le niveau de tension est tellement élevé que c'est très compliqué d'avoir un projet inscrit dans la continuité, sauf si on a un projet complètement dédié. Voilà. Donc, ce qui n'est pas le cas, sauf de quelques unités de vie chez nous. Sur les difficultés de recrutement, on a grosso modo les mêmes que tout le monde. On pourrait dire ce qu'on fait, nous, pour cultiver l'appartenance, qui est quelque chose qu'on croit extrêmement important, permettre aux équipes de se sentir faire partie d'une équipe et pas simplement d'une mission réglementaire ou d'une mission réglementée. Bon. Sur le taux d'encadrement, on aurait beaucoup de choses à dire parce que là, c'est vraiment un sujet très compliqué sur lequel on s'est retrouvé, on s'est senti bien seul pendant des années. Le sujet n'a pas avancé d'iota depuis 4 ans. On pourrait donner notre analyse si elle était souhaitée. On pense qu'il y a vraiment un défaut de la manière de poser le problème et d'analyser le besoin. Donc, puis par ailleurs, il y a un sujet qui me semble absolument majeur à évoquer, même par la bande, mais j'ai amené un article qui pourrait vous intéresser si vous ne le connaissez pas déjà, c'est la question du contrôle. C'est-à-dire qui est chargé du contrôle du bon fonctionnement des services de l'aide sociale à l'enfance. L'État a cette prérogative. Il se trouve qu'elle n'est pas mise en œuvre ou pas comme il faut. Et en tout cas pas à la hauteur des besoins. Donc la question du contrôle et du rôle de l'IGAS, pour ne pas la nommer, est vraiment un sujet très 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 important. Et on ne peut pas continuer à garder des situations dans lesquelles les départements sont absolument juges et partis. Ils habilitent, ils font les appels à projets, ils définissent les moyens, ils évaluent, ils constatent que ça ne marche pas et ça recommence. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas. Voilà. Voilà, donc je pourrais continuer très rapidement sur les autres sujets. Celui que je souhaite évoquer, alors Madame Goulet, vous le connaissez, peut-être certains d'entre vous étaient présents lors de la manifestation à laquelle on a participé au mois de novembre, c'est la réflexion qu'on a engagée avec un groupe d'opérateurs de la protection de l'enfance, la Croix-Rouge, la Vie au Grand Air, SOS Village d'Enfants qui est là, une association départementale de Mayenne, Chanteclair, avec le soutien de l'UNIOPS. On a proposé une démarche qui... à notre sens, devrait faire partie du système de gouvernance, qui est la démarche prospective. L'analyse tournée vers le futur, sur les futurs possibles, sur les tendances, sur les évolutions, est un des éléments pour relire le présent. Alors, il y a beaucoup de travaux sur la prospective en tant que telle, je ne vais pas les développer maintenant, mais l'expérience qu'on a faite et qu'on a conduite et qu'on continue de présenter encore récemment à l'Association des départements de France, dans quelques jours à l'Association nationale l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, bien évidemment à l'ANDAS. Il y a comme ça un certain nombre de conférences qui nous ont été demandées pour présenter la démarche. Grosso modo, et pour dire les choses très simplement, il nous semble absolument indispensable aujourd'hui que soit identifié un lieu et des instances ou un morceau d'instance, parce que le GIP est fait pour tout couvrir, si je me rappelle bien, qui porte l'intention d'une démarche prospective, c'est-à-dire d'une analyse qui ne cherche pas à résoudre les problèmes d'aujourd'hui, ou en tout cas qui propose de les relire autrement, à partir d'outils centrés sur l'évolution des tendances de notre secteur. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de tendances. Alors on a fait une démarche expérimentale, on a présenté 4 scénarios qui aboutissent à 4 scénarios globaux qui peuvent se mélanger entre eux. Je pourrais donner 1 ou 2 exemples de pistes qu'ils proposent. Non pas que nos pistes soient les bonnes, mais il nous semble que la démarche est importante pour 2 raisons. Et je m'arrête avec ça. La première, c'est que il y a une telle ébullition dans le champ de la protection de l'enfance actuellement, tellement de tensions, tellement de difficultés, qu'il nous semble nécessaire de prendre du recul
qui et comment peut s'organiser une prise de recul pour qu'on ait une vision un peu centrée sur l'avenir, une relecture des enjeux de la protection de l'enfance dans la société qui ne sont pas les mêmes que ceux à l'époque où elle a été créée. Il y a beaucoup de choses qui n'évoluent pas dans le sens où il était prévu qu'elles évoluent. Je pense à la judiciarisation, par exemple. Il y a toujours des points aveugles absolument énormes. On ne sait toujours pas combien de parents sont concernés par l'aide sociale à l'enfance, ce qui est quand même une hallucination, puisque c'est une politique qui est centrée sur la protection des enfants et l'aide et l'assistance aux parents, et on ne sait pas combien ils sont. On ne sait pas combien de nouveaux parents rentrent dans le périscope chaque année, on ne sait pas combien en sortent, on ne sait pas combien de temps ils sont accompagnés, on ne connaît absolument rien, alors que tous les rapports le disent. Les enjeux de la connaissance de leur situation socio-économique est un enjeu absolument majeur pour fonder une politique de prévention. Donc, premier objectif de la prospective, prendre du recul, et on montre que c'est possible. C'est possible. Alors, comme on a fait ça à un petit groupe d'associations, on n'est pas très représentatif, on n'est pas forcément suffisamment crédible, mais on montre quand même que c'est possible. Et j'ai amené les exemplaires du rapport et complet et de la synthèse pour celles et ceux que ça peut intéresser. Et la deuxième chose, c'est que cette démarche montre que avec un tel niveau d'ébullition dans le secteur, il faut imaginer des évolutions, peut-être des ruptures, en tout cas des compromis nouveaux. On ne peut pas imaginer que le système continue si tout le monde reste sur ses positions. L'État, les départements, les juges, les acteurs, etc. C'est pas possible. Donc, pour travailler sur des compromis, si on le fait au jour le jour, ça marche pas parce que chacun est un peu arrimé à ses obligations de répondre correctement aux missions qui lui ont été données, donc aux moyens qu'il lui faut pour le faire. Et cette bagarre sur les moyens n'en finit pas. Chaque jour, on apprend qu'il faudrait 1 milliard de plus ici, 1 milliard de plus là. Et on sait très bien qu'ils n'existent pas, ces milliards. Donc prendre du recul et s'apprêter à faire des compromis. Et voilà, on s'est dit avec les collègues d'Apprentis d'Auteuil que l'Assemblée nationale était un bon endroit pour parler de ce sujet, parce que faire des compromis, c'est administrer le vivre ensemble. Merci beaucoup. Nous accueillons Marie-Noëlle Petitgaz et Monsieur Bruno Roy de l'ANAMAF. Nous vous donnerons la parole juste après. En tout cas, nous sommes ravis de vous accueillir. Je vais laisser la parole au GEPSO. Je vous laisse organiser pour la prise de parole. Merci. Oui, on va le faire à deux voix. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, merci déjà, tout comme l'a dit notre collègue à côté, de nous accueillir. Remerciements chaleureux, en effet, pour votre invitation. On est très heureuse d'être face à vous aujourd'hui, même si pour nous, c'est un exercice un peu particulier, puisque juste, on tenait à vous préciser qu'on est également des directrices d'établissement, dans la vraie vie, j'ai envie de dire, à nos heures perdues, ou l'inverse pour le GEPSO. En tout cas, moi, je suis directrice essentiellement même de la maison départementale de l'enfance de l'Ain, et Christine est directrice adjointe chargée de la politique stratégique pédagogique de la santé et de la qualité, mais elle, sur le département de la Seine-Saint-Denis, au centre départemental de l'enfance et de la famille. Voilà. Et au titre du GEPSO, vous dire quelques mots déjà de qui nous sommes. Nous sommes une association qui existe depuis 1982. Ce nom barbare veut dire en fait Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux. Ça représente 230 établissements sociaux et médico-sociaux publics sur l'entièreté du territoire, métropole et outre-mer, ce qui correspond à un peu plus de 800 structures. On accompagne donc à peu près environ 46 000 personnes. Les adhérents sont principalement dans le domaine du handicap, donc de la protection de l'enfance, mais aussi on essaye de s'ouvrir au secteur des personnes âgées et de l'insertion. On a, à notre souhait, prôné des valeurs dans notre projet associatif d'inconditionnalité, de diversité, d'engagement et de partage, c'est important de le rappeler. Le GEPSO est aujourd'hui l'unique association qui fédère des établissements publics, principalement pour ce qui est de notre secteur aujourd'hui, la protection de l'enfance, des foyers départementaux de l'enfance, avec la mission essentielle de l'accueil d'urgence, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, mais aussi d'une particularité certaine qui est celle des pouponnières, où nous accueillons les enfants de 0 à 3 ans en structure collective. Ces structures de protection de l'enfance adhérentes au GEPSO prennent en charge un peu plus de 16 000 enfants. Ça représente entre 20 à 25% du total des enfants accueillis en structure collective. Voilà, ça nous tenait à cœur de vous rappeler ces éléments-là. Sur la crise qui secoue aujourd'hui le secteur, sur ce que vous venez de dire, Madame la Présidente, est-ce qu'on rappelait aussi notre collègue des apprentis? Bien sûr qu'il y a des alertes massives, on les connaît, on en a fait état. On converge tous dans la constatation de cette crise qui pour nous est quand même sans précédent, qui met en péril la protection des enfants dans de nombreux territoires. Plusieurs d'entre nous ont pu exprimer la nécessité qu'advienne un plan Marshall pour la protection de l'enfance. Aujourd'hui, le GEPSO, entre autres, soutient activement cette demande et espère que cela adviendra un jour.
On va éviter les redites des alertes et des constats qui ont été faits ces derniers mois, mais on sera ravis de pouvoir le faire s'il le faut. On voulait se centrer sur les actions qui répondent en partie à ce que vous avez dit et sur nos propositions. Sur les actions, je vais commencer, puis je passerai la parole à ma collègue. Sur les actions, sur l'attractivité, vous en parliez tout à l'heure, Madame la Présidente, le GEPSO a lancé au cours des derniers mois un site internet dédié à ces métiers, à la valorisation, à la présentation des métiers de la protection de l'enfance par les acteurs, par des éducateurs de jeunes enfants, par des moniteurs éducateurs, des auxiliaires de puère, des assistants sociaux, avec une subvention de la part de la DGCS. Ce site, il se nomme Job de lien. Et il permet aux associations et aux établissements publics, on a vraiment souhaité l'ouvrir, et à terme aux collectivités départementales aussi, de proposer gratuitement des offres d'emploi sur un site conçu pour eux. On a également réalisé une journée de formation qui a été dédiée aux enjeux de la qualité de vie au travail. C'était très attendu par les adhérents à l'heure où on sait qu'on est quand même sur des secteurs où il y a un fort taux de psychotraumatisme en lien avec leur métier et le secteur social et médico-social. On a pu également sur la partie amélioration de l'accompagnement proposé, réfléchir à la question des enfants à multiples vulnérabilités. La stratégie nationale en 2020-2022 faisait état d'un ordre du quart des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance bénéficieraient d'une reconnaissance de la MDPH. On a pu faire une enquête flash auprès des établissements publics. Nous, on a un chiffre un peu plus important aujourd'hui qui serait autour de 30 à 34%. Ce qu'on a souhaité faire, c'est s'allier aussi de manière interassociative. Donc on s'est regroupé avec l'ANMEX, l'Association nationale des MEX, avec le CNAEMO, avec l'AIR, qui regroupe les ITEP. On porte ce cadre collectif pour développer des outils concrets. On a des propositions, on les a prises avec nous, on pourra vous les donner également. On propose des formations communes, des réalisations de travaux sur l'élaboration de diagnostics partagés, de partage de conventions de coopération. Il faut aussi pouvoir valoriser les bonnes pratiques et là où ça fonctionne. C'est ce qui nous fera avancer. En tout cas, on est assez persuadés de ce point-là. Voilà pour cette partie-là. On pourrait développer bien après, mais on a d'autres sujets qu'on voulait voir avec vous. Je vais laisser ma collègue continuer, notamment sur la santé, sur la formation et bien d'autres sujets. Merci. Donc, merci Julie. Je voulais quand même vous remercier de nous entendre aujourd'hui. Je vais juste faire une petite phrase d'introduction pour répondre à vos questions et un petit peu éclairer ce sur quoi nous, on s'appuie. C'est que l'enfant est formant de tout. Vous avez énoncé un certain nombre de thématiques qui vous préoccupent, mais qui concernent une seule et même personne en réalité. C'est la même personne qui va aller à l'école, c'est la même personne qui a sa santé qui est mise dans une situation adverse. Et donc, en fait, toutes nos réflexions sont là et à amener une espèce de cohérence. En tous les cas, c'est ce à quoi on tient, c'est qu'il faut être cohérent. Et le problème, et un des sujets de la crise d'aujourd'hui, c'est un petit peu ce manque de cohérence. Mais pour pouvoir y voir clair, évidemment, on prend les sujets les uns après les autres. Il n'en demeure pas moins qu'ils sont tous liés les uns aux autres. Donc, vous avez posé la question de la formation. Concernant la formation, dans le cadre de ses fonctions donc au sein du CNPE, le GEPSO a d'ores et déjà fait savoir sa volonté aussi de s'impliquer dans des travaux que viennent de lancer l'UNAFORIS, le CNPE, la DGCS et le Haut Conseil au travail social pour pouvoir rendre possible un élargissement de l'offre et des modalités de formation des travailleurs sociaux. Comment développer des modalités de formation par l'apprentissage et par la validation des acquis d'expérience, avec l'instauration de passerelles facilitées pour des étudiants qui auraient suivi des formations en sciences sociales et donc de déployer de nouveaux champs de formation et de qualifications spécialisées. Donc il y a de nombreuses pistes d'études qui permettraient en tous les cas de massifier le recrutement de personnes diplômées. Parce que le diplôme... je vais me permettre une analogie. En protection de l'enfance, on a eu tendance, en tous les cas, de penser, le grand public, que par une bonne volonté, on peut venir, avec une bonne intention, s'occuper d'enfants. Mais personne ne laisserait son enfant, qui aurait besoin d'une chirurgie neurologique, à un médecin généraliste. C'est un petit peu ce qu'on fait dans la protection de l'enfance, en tous les cas, là, en ce moment. C'est un des sujets de la crise. Donc, justement, on parlait de la santé, on parlait de chirurgie. Concernant l'amélioration de la santé des enfants protégés, le GEPSO est aujourd'hui pleinement investi dans le déploiement de programmes expérimentaux en santé publique. Vous l'avez cité, Santé protégée, mais aussi Pégase, qui est aussi une expérimentation qui s'adresse aux plus petits et dans lequel le GEPSO s'est clairement investi.
une expérimentation qui a été lancée en 2019 avec la participation de 15 pouponnières publiques pour pouvoir déployer le programme, un suivi standardisé de soins psychiques précoces pour prévenir les séquelles d'une maltraitance infantile chez les jeunes enfants protégés, en sachant que quand ça touche déjà l'enfant qui est jeune, ça perdure sur l'ensemble de son développement, et le plus tôt c'est pris en charge, le mieux on offre des chances aux enfants de pouvoir évoluer dans de bonnes conditions. Mais tout cela ne peut pas se faire sans des professionnels. En fait, il y a le suivi de santé, mais il est forcément relié et articulé avec la prise en charge du quotidien. La prise en charge des professionnels qui sont formés, qui vont accompagner et appuyer ces temps de soins qui sont finalement que ponctuels. Mais au sein des structures dans lesquelles nous travaillons, les professionnels prennent en charge ces enfants et viennent amener tout le soin psycho-éducatif dont ils ont besoin pour répondre à leurs besoins fondamentaux, leurs besoins de développement, que la prise en charge en santé vient compléter, donc avec Santé Protégée, auquel le GEPSO aussi a des établissements. D'ailleurs, l'établissement dans lequel je travaille est investi dans cette expérimentation Santé Protégée. Par ailleurs, vous avez posé la question du taux d'encadrement. Effectivement, le GEPSO, dans ses axes de travail, a beaucoup appuyé et s'investit beaucoup et défend de manière assez importante, aux côtés de la CNAP et de l'ANMEX, ce texte sur les taux d'encadrement qui a été travaillé en 2019 et qui n'a pas encore été publié au jour d'aujourd'hui. Ce décret qui est attendu. Dans tous les secteurs, comme les centres de loisirs, les colonies, on a des taux d'encadrement, et en protection de l'enfance, il n'y en a pas. Je vous disais, les enfants, c'est un tout. Les taux d'encadrement, c'est pas une lubie. C'est pas une lubie, c'est juste, je vais finir, c'est juste là. C'est une nécessité pour répondre aux besoins fondamentaux. Alors certes, de conditions de travail, mais en réalité, c'est pour pouvoir rendre disponible et mettre en œuvre ce qui a été décrit juste à l'instant et juste avant, c'est-à-dire la prise en charge du quotidien sans laquelle les enfants ne peuvent pas se développer dans de bonnes conditions, puisque c'est lié à leurs conditions d'attachement, de contenance et de sécurité, le méta-besoin de sécurité, pour faire le lien avec la démarche de consensus. Merci beaucoup. Je sais que c'est frustrant, mais on aura le temps d'échanger après. Je laisse SOS Village prendre le relais. Bonjour, donc Hervé Laude, SOS Village d'enfants. Et donc merci beaucoup Madame la Présidente, merci députés, Mesdames, Messieurs. Voilà, en 2 mots, effectivement, SOS Village d'enfants, une association qui aura bientôt 70 ans, pour sa branche française, un tout petit peu plus 2 ans avant pour l'émanation d'origine en Autriche. Voilà, et donc on fait aussi partie d'une fédération internationale. Voilà, et aujourd'hui, on a 20 villages. Et on pourra répondre à votre question sur les enjeux de développement, de concertation et de cadrage un peu national de ce développement, parce que c'est important. On est aussi, depuis le début, engagé de fait dans les enjeux de débat public. Et Gilbert Coteau, qui était le fondateur, il a eu souvent des liens avec Simone Veil, avec d'autres. Et donc, il a tout le temps fait et parler de ce qu'il faudrait faire, et il s'est habitué à ça, et on a gardé cette habitude. Et donc on a un peu 3 métiers, donc accueillir ici des enfants, et principalement des fratries de 0 à 21 ans et plus, on aimerait bien que ce soit plus parfois, avec des dispositifs classiques de village d'enfants où on accueille une 50aine d'enfants en fratrie, chacun dans des maisons. C'est la fratrie, c'est l'accueil de type familial, c'est les deux enjeux, et dans des sites qui sont les moins institutionnels possibles. Voilà un peu la recette de base de l'accompagnement chez SOS Village d'enfants, qui permet de maintenir une enfance partagée entre les fratries. Il y a du travail, c'est pas spontané, c'est pas évident, et donc là aussi, on a aussi longtemps travaillé, fait des recherches au-delà de l'empirique, et donc on a notamment un cahier SOS qu'on pourra vous faire passer autour des enjeux de fratrie comme ressources, donc ça on pourra revenir dessus. On a aussi, on pourra répondre aux enjeux d'attractivité du métier, je vous dirai. Sur les taux d'encadrement, on est avec d'autres ici au sein du CNPE, et donc il y a eu un avis auquel on a contribué et sur lequel on a une petite patte particulière, et on espère qu'elle va être suivie. Et puis, en grand chapeau, vous redire que là, on va parler de plein de choses, mais il y a quelque chose qui est important aussi, c'est qu'il y a une des entrées,
c'est qu'on est très... on a dans nos gènes, on va dire, bien avant 89, mais depuis 89, une approche fondée sur les droits de l'enfant, donc avec les 4 grands principes, qu'on a vraiment intégrés à notre projet associatif comme nos 4 piliers, et 2 autres grands principes qui sont ceux des lignes directrices de l'ONU, qui est vraiment d'appréhender la protection de l'enfance avec ce principe de nécessité et celui d'adéquation. Qu'est-ce qui est nécessaire pour cet enfant et sa famille? De quoi ont-ils besoin? Est-ce qu'ils ont besoin d'un accompagnement alternatif à celui de la famille? Lequel? Est-ce que c'est forcément celui de l'ASE? Et ensuite, quel est l'accompagnement adéquat qu'on peut leur proposer? Et ça, c'est vraiment des lignes directrices qui sont très fortes et qu'on pense structurantes pour notre action au quotidien, mais qui peuvent l'être, enfin qui devraient l'être théoriquement, parce que c'est des recommandations faites aux États pour développer un panel de solutions, les villages d'enfants étant une très bonne solution, certes, mais une super MEX, un super placement familial, une super alternative au placement, ça va aussi... il faut que tout ça avance ensemble et qu'on ne soit pas sur des effets de mode ou de recherche de moindre coût parfois sur des dispositifs. Donc ça, voilà, on voulait alerter là-dessus. On a aussi tout un travail de plaidoyer. Diane, je vais te laisser juste en dire un mot, vu qu'on est dans le propos liminaire. Oui, tout à fait. Pardon, c'est bon. Ah oui, voilà, super. Oui, merci beaucoup Madame la Présidente. Merci à vous de nous écouter également. Effectivement, je voulais préciser les grandes lignes de notre plaidoyer, puisque on est aussi intégré et on coordonne un certain nombre de collectifs associatifs, notamment Cause Majeure, sur l'accompagnement des jeunes majeurs qui sortent de la protection de l'enfance, voilà, qui rassemble des personnalités qualifiées, des experts dans leur domaine, mais aussi des associations, des collectifs. On est aussi... on coordonne également la dynamique pour les droits de l'enfant qui rassemble 26 ONG autour des enjeux de gouvernance et de participation. Chose très importante aussi, la participation, notamment dans les enjeux que défend SOS Village d'enfants et notamment dans le placement en fratrie où ils doivent aussi mener... Ce travail de participation doit être aussi mené à bien dans tous les aspects de la protection de l'enfance. Et on participe également au groupe Enfance qui là rassemble 18 ONG engagées pour les droits de l'enfant dans le monde. Voilà, et donc ça c'est la dimension internationale de SOS Village d'enfants. Peut-être rappeler aussi que ce plaidoyer s'inscrit vraiment dans une expérience de terrain. On a vraiment pour ambition de faire remonter ce qui se passe dans les villages, la façon dont les professionnels travaillent. On l'a encore démontré très récemment avec notre enquête sur l'effectivité de la loi Taquet, avec le collectif Cause Majeure, qui a permis de diffuser auprès de 75 professionnels la façon dont on pouvait considérer l'effectivité de la loi 2 ans après sa promulgation. Donc voilà, on s'appuie vraiment sur des remontées de terrain. Et voilà pour la présentation dans les très grandes lignes de l'ensemble du plaidoyer des SOS Village d'enfants. Sur les enjeux... Vous avez parlé d'enjeux de formation. Donc nos collègues du GEPSO l'ont très bien fait. On sait que le travail avec l'UNAFORIS, etc., est vraiment essentiel. On parlera nous aussi de la formation d'autres gens qui ont affaire avec les enfants sur les questions de protection de l'enfance. Ça va concourir d'une culture du soin et de l'attention qui doit être évidemment celle des professionnels de la protection de l'enfance, et c'est notre sujet aujourd'hui, mais qui doit devenir beaucoup plus sociétal, on va dire. Cette attention à ce qui se passe à l'école pour un enfant, dans la justice, dans la santé, etc. Il faut vraiment que ça se développe. Et effectivement, sur les enjeux de santé aussi, on pourra revenir, voilà, notamment tous ces enjeux du dossier médical partagé qui se développent. Enfin, c'est un peu laborieux, c'est long, alors que c'est sans doute une très bonne piste. Effectivement, on est en Loire-Atlantique et dans le Nord. Donc on se retrouve dans des expérimentations santé protégée pour la Loire-Atlantique et Pégase, mais là il ne faut pas oublier non plus les enjeux là aussi sociétaux de déserts médicaux, de difficultés dans la pédopsychiatrie, et donc on travaille aussi à développer avec nos amis belges notamment des enjeux autour de la culture d'une approche sensible au psychotrauma. C'est-à-dire que, en attendant qu'il y ait un pédopsychiatre dans tous les secteurs et que ce serait formidable, il faut aussi faut en même temps, et ce n'est pas à la place, travailler aussi avec nos professionnels à développer
nos professionnels et tous ceux qui accueillent les enfants, les professeurs dans les écoles, les gens dans le sport, etc., à avoir une grille de lecture qui peut-être va permettre d'interroger ce qui se passe pour l'enfant d'une autre manière. Et déjà, ça peut commencer à être un peu soignant. Il y a des cadres qui ne sont pas forcément des cadres de soins, mais qui concourent quand même, qui ont une vertu thérapeutique. Donc voilà, on travaille aussi sur ces lignes-là avec des travaux qui ont été faits par notre fédération et qui se développent pas mal en Belgique. Et nous, on est en train de développer au sein de l'association. Et ça passe par la formation de nos professionnels. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé là, mais si vous voulez, on pourra en parler aussi, ce qui est un enjeu important. C'est toute la question des violences subies par les enfants, des violences entre enfants, elles font partie aussi des violences intrafamiliales, institutionnelles, parce que c'est un vrai sujet. Quand on lit attractivité et envie d'être dans ce travail, j'ai été longtemps éducateur, il y a très longtemps maintenant, il y avait quand même, pendant longtemps, un imaginaire autour de ce métier qui a beaucoup changé. Alors c'est très bien que les violences apparaissent et quand enfin on en parle et qu'on accueille la parole, ça c'est certain, et pour autant ça concourt à avoir sans doute une inquiétude de la part de gens qui voudraient nous rejoindre, etc. Merci beaucoup. Donc je vais passer la parole à l'ANAMAF qui nous a rejoints. Juste, j'avais rappelé que le taux d'accueil en famille d'accueil est en baisse. Et pour la première fois cette année, on a d'ailleurs moins d'enfants accueillis en famille d'accueil qu'en autres structures. Donc c'est un vrai sujet. Et donc j'avais demandé tout à l'heure si vous pouviez nous parler des freins à l'attractivité du métier, ceux qu'il faudrait lever et un petit peu le retour suite à la dernière loi votée sur la rémunération. Voilà, je vous laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Merci Madame la Présidente et députée. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a préparé finalement, parce que plutôt que effectivement d'élever, de parler d'instrumentation, de parler d'études, etc., nous avons nous placé justement, plaidoyer, on va dire ça comme ça, c'est justement sur les difficultés que l'on rencontre au jour d'aujourd'hui, donc sur un constat et surtout sur ce qui s'est aggravé justement depuis cette fameuse loi Taquet. Donc je vais vous énumérer un petit peu ce qu'on a pu nous relever par rapport aux demandes qu'on a fait sur le terrain. Alors évidemment, les difficultés d'accès aux soins ordinaux qui sont loin de s'améliorer. Je parle des généralistes et des spécialistes notamment. Les difficultés aussi d'accès aux soins spécialisés, comme chacun le sait, les CMP, etc. Donc la pédopsie notamment. Déplacement à tout prix sans prise en compte du projet d'accueil et de la capacité de l'assistant familial pour une bonne prise en charge. Des déscolarisations aussi intempestives, s'il y a des difficultés, des inadaptations scolaires. On constate que l'école inclusive n'est pratiquement plus au rendez-vous. On a des mises en œuvre aussi abusives, toujours dans le niveau scolaire, de protocoles style phare, procédures disciplinaires conformément au décret de 2019, et qui de toute façon se conduisent toujours à nous proposer une déscolarisation. Plus de travaux en commun donc avec les partenaires extérieurs comme le soin, le scolaire, la psychiatrie, car tous ces secteurs sont en crise. Donc on a tendance à faire supporter toutes ces désaffections, tous ces manques sur l'assistant familial qui lui reste un petit peu chez lui avec l'enfant sur lequel il n'y a plus de solution. Et puis évidemment la présomption d'innocence, là encore, qu'on reparle, c'est encore des redites, mais qui est de moins en moins respectée et qui conduit à des retraits d'enfants, toujours abusifs, sans même vérifier si les faits sont avérés, toujours encore. Et qu'en bien des cas, il faut se le rappeler, ces affaires sont sans suite, et ne permettent presque jamais, surtout, ce qui est important, lorsqu'il y a un non-lieu, les enfants, dans plus de 90% des cas, ne reviennent pas chez l'assistant familial. Donc évidemment, c'est délétère pour l'enfant. Ces parcours multiples qui conduisent effectivement à des ruptures qui finissent bien souvent par devenir ce qu'on appelle des situations complexes. Il faut repenser le principe de l'autorité parentale. C'est quelque chose qui s'est beaucoup accentué, qui a trop souvent tendance à prendre les enfants en otage, mais aussi les professionnels qui en ont la charge. Alors, je ne sais pas sous quelle mesure on pourrait repenser un peu l'autorité parentale. On a des idées sur le sujet, mais toujours est-il que c'est pas sans nous poser des problèmes de plus en plus présents sur le quotidien de l'enfant notamment.
Ce qu'on demande aussi, c'est la clarté sur le besoin de prise en charge, notamment des fratries, puisqu'on en parlait tout à l'heure, dans un même lieu qui tantôt sont regroupés alors qu'il est demandé le contraire, et tantôt non regroupés alors qu'il serait souhaitable et validé surtout par les services. Donc on a un petit peu là aussi des trous dans la raquette. On a du mal à suivre et à comprendre ces décisions qui ne se mettent pas en place. Il faudrait réactiver aussi les mesures de délaissement, en lien notamment avec la loi de 2016, qui tarde toujours à se mettre en place, parce que concrètement, on a de plus en plus d'enfants qui attendent de mettre en place ces mesures de délaissement, qui ne voient plus les parents pendant 4-5 ans. Voilà. On a du mal à comprendre ce qui se passe autour du délaissement. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque dans le circuit. Et évidemment, les enfants que l'on accompagne sont en demande. Qu'est-ce que je fais? Où sont mes parents? Qu'est-ce que je deviens? Est-ce que tati tata, tu m'adoptes? Enfin, il y a toutes ces questions-là. Il faudrait aussi prendre en compte la disparentalité, comme le demande notamment beaucoup de pédopsies. Il faut admettre que cette existence et bâtir un projet fiable et durable pour leurs enfants en lien avec leurs intérêts supérieurs. Parce que bien souvent, alors que tout le monde est conscient qu'il y a des disparentalités autour de l'enfant qu'on peut accueillir. Et malheureusement, on essaye de faire perdurer un lien qui, de toute façon, ne se construit jamais et met à mal l'ensemble de ses enfants. Alors, ce qu'on demande aussi, c'est rétablir un équilibre de prise en charge financière entre les entretiens, les habillements, les scolarités à destination des enfants, quel que soit le département, on le rappelle. Ces derniers n'ayant pas les mêmes chances en fonction des employeurs. Et quand je dis les employeurs, c'est d'une façon générale, c'est pas que les départements, c'est aussi le privé. C'est quelque chose qui est venu très souvent sur la table, sur lequel personne n'a pris de position ferme et définitive, et c'est pas sans poser de problème. Alors, aussi en dernier lieu, réactualiser l'interdiction des mises à l'abri dans les hôtels. Je rappelle quand même que la loi Taquet avait prévu un délai relativement important pour que ce soit mis en place. Or, force est de constater que c'est toujours d'actualité, quoi. Donc, on se demande ce qu'on essaye de faire, puisque on a travaillé pendant beaucoup de personnes qui sont là autour de la table ont travaillé un certain nombre d'années pour justement dénoncer tout un certain nombre de dérives, tout un certain nombre de dysfonctionnements. Et force est de constater qu'au jour d'aujourd'hui, certains partenaires demandent des plans Marshall, pardon, excusez-moi, ça se dit pas au pluriel. on demande de faire des tables rondes, on demande beaucoup de choses. Et finalement, et c'est pas Marie-Noël qui va me démentir, ça fait des années et des années qu'on redit les mêmes choses, qu'on constate les mêmes choses, elles s'aggravent. Mais en fait, ça bouge pratiquement pas, quoi. Donc, je dirais presque, et nous tous confondus, mettez-nous au travail, quoi, en clair. Puisqu'on sait ce qu'il faut faire. Donc, allons-y. Voilà, c'était mon petit plaidoyer. Merci. Merci beaucoup. Je propose à mes collègues de poser des questions. Michel Perron. Ouais, c'est bon. Merci tout d'abord d'être présent. Pour ceux que je connais déjà, merci. Et puis ceux que je prends connaissance, merci d'être là. Tout ce que vous avez dit, l'état des lieux, même s'il est exhaustif, c'est des cris du cœur à chaque fois. Je ne vais pas y revenir dessus parce que on dit je plus sois, c'est ça. Tout ce que vous venez de dire. J'ai juste 2 questions à vous poser. Je ne m'étendrai pas plus. Concernant les mineurs non accompagnés étrangers, au niveau de la DDE, je mène conjointement avec ma collègue Elsa Fossillon une mission sur les MNA. Et je voudrais savoir comment vous les accueillez, dans quelles conditions, dans quel état, dans tous les états possibles qu'ils arrivent. Enfin, voilà, je voudrais savoir ces mineurs qui sont confiés évidemment par l'ASE. Et ensuite, deuxième question, l'accueil éducatif de jour, comment vous le mettez en place dans vos structures? C'est toutes les questions que j'avais à vous poser. Merci encore d'être là. Merci beaucoup, Madame Caroline Parmentier. Oui, merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, merci de votre présence et de votre action sans relâche. J'ai écouté attentivement ce que vous avez dit.
les témoignages qui affluent année après année, que nous recueillons nous-mêmes dans le cadre de notre mandat, montrent que la promesse de notre société et de ce gouvernement à l'égard de l'enfance n'est pas tenue. Une partie des enfants, en nombre conséquent, pris en charge et confiés à l'aide sociale à l'enfance, sont victimes de violences sexuelles, livrées à eux-mêmes ou livrées aux autres enfants parfois. Les révélations accablantes, telles que l'existence de points de deal dans les foyers de l'enfance ou encore de jeunes filles placées qui se retrouvent en situation de prostitution, révèlent l'étendue des défaillances. Voilà, tout ça, évidemment, je ne vous l'apprends pas, vous le savez, mais nous aussi, on nous le dit tous les jours. On sait que le travail accompli par les accueillants familiaux, par des assistants sociaux, par des professionnels, ne saurait suffire face à un État qui n'est pas à la hauteur de la gravité et de l'urgence de la situation. Nous avons un débat tout à l'heure avec la ministre, la toute nouvelle ministre déléguée, Madame Sarah El Haïry. Ce sera l'occasion de lui poser la question, en effet, sur de nombreux sujets, notamment sur l'aide sociale à l'enfance, sur le chaos de l'aide sociale à l'enfance. Vous avez parlé d'un plan Marshall, Madame. Est-ce que vous avez eu une réponse du gouvernement à ce sujet et de la nouvelle ministre déléguée? Comment le voyez-vous? Par ailleurs, le remaniement du gouvernement Attal a mené à la nomination d'une ministre déléguée à la protection de l'enfance. Mais ne pensez-vous pas, les uns et les autres, que cette cause, la cause de nos enfants, mérite un grand ministère de l'enfance, de plein exercice, avec les moyens qui vont avec? Par ailleurs, est-ce que vous soutenez la création d'un droit de visite des parlementaires dans les établissements sociaux et médico-sociaux de l'aide sociale à l'enfance? Ou est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise idée? Enfin, où en est-on de la situation et de la prise en charge des jeunes sortant du champ de la protection de l'enfance? Je sais que vous avez fait des propositions concrètes à ce sujet pour que ces jeunes tout juste majeurs ne soient pas abandonnés à leur sort, pour qu'ils puissent être autonomes, responsables, qu'ils trouvent un travail, un logement, et qu'ils ne soient pas les grands oubliés des politiques sociales, pour qu'ils aient un avenir, à défaut d'avoir eu une enfance. Que peut-on faire, nous, concrètement, parlementaires, pour vous aider dans la situation qui est la vôtre? Pardon, merci beaucoup. Je vais vous laisser répondre à ces premières questions. Je reviens également, vous avez dit tout à l'heure, on pourra revenir dessus, sur tout ce qui est taux d'encadrement et aussi comment vous êtes associé dans la définition des places dont on a besoin pour l'avenir. Je pense que ça, c'est important. Et puis, on parle beaucoup de formation, mais beaucoup disent aussi que les formations sont peut-être plus adaptées. Donc, j'aimerais vous entendre aussi sur ce niveau-là. Et puis, quid de l'attractivité de ces métiers qui vont de l'assistant familial à l'éducateur, au moniteur éducateur, etc. Enfin, voilà, quelques points à rajouter. Et en tout cas, je ne sais pas comment vous voulez faire les premiers, et puis après, on passe. Allez. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Je voulais dire et présenter donc Bruno, qui est le nouveau président de l'ANAMAF depuis une dizaine de jours. Donc pour ceux qui ne sont pas encore informés, voilà. Juste pour répondre à votre questionnement, déjà nous avons été satisfaits de voir quand même que la ministre déléguée, Madame El Haïry, a en son ministère l'ensemble de ce qui concerne la protection de l'enfance et de la petite enfance, puisque c'était une demande que nous avions et que nous relayons tout le temps d'un ministère de l'enfance. Donc nous sommes effectivement demandeurs d'un grand ministère de l'enfance et qui englobe tout le monde. Et pour reprendre les propos de nos collègues, effectivement, l'enfant, il est une seule et unique personne. Donc c'est assez, nous sommes assez satisfaits et nous avons beaucoup de choses à lui demander à Madame El Haïry, parce que il y a des jointure à faire entre l'accueil des enfants, entre le ministère du Travail, entre le ministère de la Justice. Donc ça, c'est une chose qui est importante. On va voir ce que ça donne. Mais nous sommes satisfaits de voir qu'effectivement, le ministère est réuni. Puisque avant... Au premier mandat de M. Macron, il y avait une séparation. Ensuite, c'est revenu donc sous le ministère de M. Taquet. Et à nouveau, donc ça fait beaucoup de choses, tous ces changements. Parce qu'après, on ne sait plus à qui s'adresser. On est sans arrêt obligé. Je pense que ça relève aussi de ça, le fait on s'épuise au bout d'un moment. Parce qu'on répète les choses. Et ça ne bouge pas. Alors, j'entends que toutes les équipes changent. Et en fait, on est toujours obligé de redémarrer
avec une feuille blanche et ça ne se transmet pas des uns aux autres. Et c'est ce qui fait qu'il y a une perte d'efficience automatiquement, puisque du coup, on repart. Donc ça, c'est certain. Sur la question des... Alors oui, les visites des parlementaires, nous avons demandé au sein de notre organisation, lorsqu'il y a eu la réforme de la loi sur la protection de l'enfance, qui aide à la création de commissions qui soient sous l'autorité de l'État. J'entendais mon collègue à droite, lorsque je suis arrivée, parler effectivement des disparités, des dysfonctionnements qu'il y a à ce que le département soit à la fois le financeur, le donneur d'ordre, le contrôleur, etc. C'est incohérent, complètement incohérent. Donc nous avons demandé effectivement qu'il y ait des commissions sous l'autorité de l'État, donc sous l'autorité du préfet, voire pilotées par les ARS, pour régler un certain nombre de problèmes. Sur la formation, parce que je sais que bon, le temps est un peu compté, mais sur la formation, ça fait aussi partie des demandes que nous avons eues. Donc nous avons fait beaucoup de propositions, nous, depuis ces dernières années, et nous avons demandé à ce qu'il y ait la mise en place de formations transversales. Ça nous semble indispensable que les assistants familiaux, les éducateurs, puissent avoir, dans le cadre de leur formation, des modules qui sont communs. Il y a besoin de partage parce qu'au niveau de la formation, par exemple, des éducateurs, ils peuvent sortir de leur formation sans savoir ce que c'est que l'accueil familial. Ce qui est quand même très ennuyeux. Nous regrettons énormément le fait qu'il y a une perte d'attractivité du métier d'assistant familial, qui pour nous est due effectivement au manque de prise en compte des risques de ce métier. Nous avons demandé depuis des années à ce qu'il y ait un protocole lorsqu'il y a des dénonciations, parce que lorsque effectivement on déplace des enfants sous couvert de protection, parapluie, etc., on protège, sauf qu'au bout d'un moment, les enfants sont séparés et ce n'est pas pour leur bien, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Et au bout de quelques années, quand on est passé à la moulinette, parce que de toute façon, on sacrifie des familles aussi, c'est-à-dire ce sont des familles qui sont là pour prendre soin des enfants, qui sont en carence, et puis qui, eux, se retrouvent aussi dans la précarité. Au bout de quelques années, on dit non-lieu ou sans suite. Et puis voilà, les enfants ne reviennent pas, la famille est complètement cassée, sans compter toutes les conséquences matérielles et autres. Et je pense, ça s'est révélé, notamment cet été, avec les professionnels de la police, on est dans le même cas de figure. Et je pense qu'il est grand temps que l'État s'interroge et se positionne sur la protection de toutes ces professions qui sont mises à mal. C'est l'évolution de la société. On est dans l'ère de la délation et il y a des métiers qui vont effectivement disparaître à cause de ça. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire. Donc nous, on le demande. Et puis... cette formation transversale, elle nous semble absolument indispensable parce que l'accueil familial, j'entendais dire effectivement qu'il y a, il y a SOS Village d'enfants qui est donc pour la fratrie. Et puis nous, on accueille aussi, moi j'accueille un enfant actuellement qui a 10 ans, d'une fratrie de 5, où on ne pourrait pas les mettre ensemble puisque ce sont des bombes, tous séparément. Même s'ils n'ont pas vécu ensemble, on a été scotchés, on était une trentaine de travailleurs sociaux lors d'une synthèse ASE début de l'année. Et on a été tous scotchés, c'est qu'en fait les deux enfants ont été, les deux premiers, puisque moi j'ai le deuxième, ont été séparés très tôt, enlevés aux enfants, et aux parents, pardon. Et en fait, ils n'ont jamais vécu ensemble. Les familles et les équipes qui se sont chargées des uns et des autres n'ont jamais été ensemble. Elles se retrouvaient pour une première fois en concertation avec un qui a 11 ans et l'autre 10 ans, où en fait on avait vraiment l'impression que c'était des clones. Les mêmes problématiques avec des enfants qui épuisent. Moi, l'enfant que j'accueille, il a fait 27 familles d'accueil avant d'arriver chez moi l'année dernière. Donc, si vous voulez aller par là, qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que ce sont des enfants qui mettent à mal toutes les institutions. Donc, on ne peut pas les mettre ensemble. Alors, ça ne remet pas en cause le bien du village d'enfants, mais là, à 5, ça ne va pas être possible. Bon, il y a apparemment quelque chose de génétique qui a été décelé par rapport à ça, mais ce n'est pas un exemple isolé. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Et je veux dire que quand même, l'accueil familial, c'est regrettable s'il est en train de disparaître, parce que lorsqu'il y a eu la période de la crise sanitaire, c'est lui qui a tenu bon, où on pensait... qu'effectivement, au bout de 15 jours, 3 semaines, voir tous nos assistants familiaux exploser. Non seulement les assistants familiaux n'ont pas explosé, et en plus, les enfants et les jeunes ont eu des améliorations de leurs troubles
comportement ou voilà. Donc je pense que s'il y a quelque chose à faire d'urgence, c'est aussi de plaidoyer pour l'accueil familial parce que c'est un mode d'accueil. Enfin, moi j'exerce ce métier depuis 42 ans. Avec mon mari, nous avons accueilli plus de 60 enfants spécialisés dans l'accueil des enfants handicapés, puisque c'était notre choix. Donc nous avons accueilli un panel de sortes d'handicaps moteurs, sensoriels, comportementaux, déficients intellectuels, autres. Mais je pense vraiment que c'est un métier formidable, mais il a besoin d'être soutenu. Merci Voilà. beaucoup pour voilà, ce fort engagement. Quand on avait eu 27 familles d'accueil, il ne faut peut-être pas se demander pourquoi l'enfant est une bombe. Enfin, je ne sais pas si c'est l'enfant qui est maltraitant pour les familles ou si c'est la multiplication des familles qui fait que l'enfant devient compliqué. Le GEPS, vous vouliez prendre la parole tout à l'heure, je vous laisse. Donc, on voulait apporter, en tous les cas, notre point de vue à partir du taux d'encadrement peut-être, voire la formation adaptée. Pour nous, c'est un ensemble, en fait, un tout. Tout comme l'enfant est un tout. C'est que pour pouvoir accompagner des enfants avec les problématiques qu'ils rencontrent, il faut des personnels qui ont suivi une formation très technique, réellement, qui aient une connaissance de la clinique de la protection de l'enfance et des conséquences des traumatismes et des situations qu'ils ont vécues. C'est des enfants qui ont été atteints dans des moments de développement différents et donc les conséquences suivant le moment auxquels sont arrivées les situations adverses vont développer des troubles qui vont être différenciés. Il faut pouvoir avoir une lecture de ceci pour pouvoir organiser une prise en charge adaptée et une stratégie d'accompagnement. Et c'est en cela que le taux d'encadrement vient répondre aussi à ces problématiques. Quand vous avez un groupe de 5 à 10 enfants, c'est pas la même chose quand vous êtes tout seul à prendre en charge ces enfants en fonction des besoins qu'ils ont et auxquels vous devez répondre. Je vais parler des pouponnières. En pouponnière, quand vous avez un professionnel qui va se charger d'un groupe d'enfants, 5 à 6, aujourd'hui encore un texte qui date de 1974 et qu'il faudrait rafraîchir, les enfants ont besoin d'être contenus, être en sécurité, d'avoir une continuité pour pouvoir déployer leur capacité d'attachement, pour peu qu'ils en aient, suivant s'ils ont pu être pris en charge et accompagnés dans de bonnes conditions. S'ils voient défiler, alors en plus le taux d'encadrement à ces âges-là, il ne faut pas 10 personnes, c'est pas du 1 pour... il ne faut pas 10 personnes autour de 5 enfants, parce que ça ne va pas créer les bonnes conditions de l'attachement. Ce n'est pas non plus une personne toute seule pour pouvoir prendre en charge. Donc il faut un taux adapté à leurs besoins fondamentaux pour pouvoir répondre à ces besoins de développement qui sont primordiaux pour ces enfants, puisque c'est les premiers lieux où ils vont créer leur niveau d'attachement, leur capacité d'attachement, voire se restaurer quand ils auront subi des situations adverses. Donc la formation, elle est nécessaire. Encore une fois, je ne vais pas vous refaire l'analogie de la médecine. On ne peut pas avoir que des gens de bonne volonté. Il faut qu'ils soient formés au métier très spécifique qui demande une réelle expertise à chaque tranche d'âge. Alors, les enfants ne sont pas des petits adultes, ce sont des enfants qui sont en développement. Donc, il faut prendre la chose dans le bon sens. Si on a un taux d'encadrement avec des gens qui sont formés de manière pointue en pouponnière, il faut qu'il y ait la déclinaison tout au long du développement des enfants. C'est une absolue nécessité pour pouvoir prendre en considération les situations adverses et les conséquences des situations adverses. Ce qui m'amène à répondre, pour partie en tous les cas, au questionnement de la prostitution. Comment les enfants y entrent? Ils ne choisissent pas. C'est pas parce qu'ils arrivent dans ces structures-là qu'ils ont rencontré un ou deux jeunes qui sont déjà dans ces problématiques-là. C'est qu'ils ont déjà aussi subi dans leur histoire, inscrit dans leur réalité, des difficultés, étaient exposés à ces situations-là. Leur cerveau a fait tout un travail de mise en sommeil, on va dire ça comme ça va être plus simple, et c'est ce qui éveille en fait cette propension à rentrer dans ce type de problématique parce qu'ils sont dans des situations post-traumatiques. Le cerveau s'est éteint, ils rentrent dans d'autres dynamiques et ça leur permet de ne pas penser. Ce n'est pas une volonté que de rentrer dans ce genre de situation. Et quand on les met en groupe
Et dans des situations massives, encore une fois, je vais faire à chaque fois la logique du taux d'encadrement formation, il faut des gens qui aient une acuité dans leurs connaissances pour pouvoir accompagner ces jeunes qui sont exposés à ce genre de situation, qui, dans une situation collective et de renvoi, de mise en miroir de difficultés qui sont plus ou moins connexes, vont se mettre en mouvement et activer leur stratégie de survie dans les conditions dans lesquelles ils sont mis. Donc si on les met en groupe et qu'il n'y a qu'un seul adulte qui n'a pas la capacité ou la possibilité de pouvoir s'en occuper, d'avoir une disponibilité aussi psychique, parce que doit s'occuper de documents administratifs, doit s'occuper de telle ou telle chose, eh ben les enfants vont être un petit peu, malheureusement, livrés à eux-mêmes et donc mettre en miroir leurs difficultés et faire augmenter les risques alors qu'on leur avait promis d'être protégés dans les lieux de protection. Je m'en arrêterai là juste pour répondre un petit peu aux accueils éducatifs de jour. Ça fait partie du panel. C'est une nécessité pour certaines situations qui sont adaptées. Alors, ça nécessite aussi, du coup, d'avoir un référentiel adapté, qu'on ne soit pas à faire des choix de prise en charge par défaut, et donc de pouvoir avoir des situations évaluées de manière suffisamment fine pour avoir en adéquation un accompagnement qui corresponde aux besoins des familles, donc que ce soit un accueil éducatif de jour, à domicile, renforcé en fonction de l'évaluation de la situation et qui peut se réadapter suivant les moments de crise, parce qu'une famille, c'est pas linéaire et la situation d'un système. Donc c'est pour un petit peu aller dans le sens de ce qui a été indiqué par rapport à cette fratrie qui a vécu de manière satellite, mais qui présente les mêmes problématiques. Les enfants font partie d'un système. Ils ont leur histoire qui s'inscrit en eux, même quand ils ne vivent pas ensemble. Ils partent du même lieu et ils restent en lien. Le lien avec la famille, il perdurera. C'est avec cette histoire qu'il faut composer, qu'il faut travailler, amener aux évolutions et à travailler sur les capacités à pouvoir reconstruire ou à pouvoir se construire dans un ailleurs en ayant intégré sa propre histoire. Cela nécessite des formations, de l'adaptation et des gens qui soient en capacité de le faire en nombre suffisant dans des conditions appropriées. Merci, Monsieur Cohen. Vous aviez demandé à prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, il faut reconnaître que tout ça, et on adhère complètement à ce qui vient d'être dit. On voit bien que si on met la loupe sur chacune des situations, elles sont toutes plus dramatiques que les unes que les autres. En réalité, elles ne sont pas toutes plus dramatiques les unes que les autres. C'est qu'on ne sait pas calculer en France le nombre de ceux qui sont vraiment en danger quand ils sont en présence de leurs parents, de ceux dont on accompagne les parents parce qu'ils n'arrivent plus à s'occuper de leur enfant. C'est un vrai sujet, hein, parce qu'on est quand même sur une politique à 10 milliards, on est sur une politique où il y a 400 000 mesures par an. Ça vaut le coup de s'interroger un peu sur le système. J'aime bien l'analogie entre ce que vous dites... Christine, pardonnez-moi, sur l'enfant dont il faut avoir une vision systémique. Je pense qu'il faut aussi avoir une vision systémique de ce qu'on fait. Parce que sinon, il ne sera jamais possible de mettre tout le monde d'accord sur la façon de répondre à chaque enfant. Et ça fait partie du problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien l'impossibilité qu'il y a pour le système de se mettre d'accord. Donc du coup, c'est souvent l'enfant et la famille, d'ailleurs pas uniquement l'enfant, qui sont un peu sacrifiés. Alors on attend que les choses deviennent invivables pour se dire « Ah, il faudrait quand même que la société se bouge ». Et on fait une IP, et puis l'IP déclenche des processus. Donc vous savez que même parfois, ils ne sont pas mis en œuvre tout de suite, alors qu'il s'agit d'enfants. C'est invraisemblable, hein, donc le monde est à l'envers. Mais alors, du coup, il faut réfléchir un peu à ce qu'il y a comme enjeu systémique. Et c'est une des raisons pour lesquelles... on veut à la fois suggérer de prendre de la hauteur. Si on ne prend pas de hauteur, si on ne sait pas un peu vers quoi on veut aller, eh bien, on ne sait pas comment arbitrer le présent. Et aujourd'hui, on n'arbitre pas le présent. C'est-à-dire qu'il y a des quantités de mesures. Il semblerait qu'on ne connaisse pas le chiffre du nombre de mesures non mises en œuvre. Je ne sais pas si vous le connaissez, vous avez peut-être des secrets en tant que parlementaire. Nous, on ne connaît pas, tout à l'heure je disais, on ne connaît pas le nombre de parents,
Donc c'est un peu un problème, hein, parce que la prévention et l'accompagnement précoce, on pourrait imaginer, alors nous on a pas mal d'écrits sur ce sujet, mais je ne vais pas les citer aujourd'hui, mais il y a une espèce d'évidence à penser que si on aidait les parents plus tôt, en prenant en compte leurs conditions sociales, et pas uniquement les conditions psycho-affectives de leur capacité éducative, on va dire. Et Dieu sait si c'est important, hein, le méta-besoin de sécurité, tout ça. C'est pas facile à expliquer, hein. Le méta-besoin de sécurité, si vous avez quelqu'un un jour dans vos permanences qui vous demande ce que c'est, vous lui expliquerez ce que c'est que le méta-besoin de sécurité. En revanche, les droits de l'enfant, c'est ce que dit SOS à chacune de nos rencontres, là pour le coup ça devient plus clair. Mais du coup, si on n'arrive pas à expliquer aux parents de quoi on veut protéger leur enfant, parce que c'est qu'il y a un problème quelque part. Le système est devenu autoprotecteur. Vous avez entendu parler de cette décision récente de la Cour de cassation sur le placement à domicile. Le système est devenu un peu fou. Donc c'est un problème. La décision du juge est de confier l'enfant au département, parce que ça veut dire ça, hein, placer. Le mot placement n'existe pas. Et on confie au département et on lui explique aux parents que parce que l'enfant est en danger quand il est chez eux, on le confie au département, mais il va quand même rester chez eux. Donc c'est vraiment du délire. Et donc il y a un problème si le système est devenu délirant, quoi. Il faut qu'on accepte de se poser la question. Je comprends tout ce que vous disiez sur les urgences, à trouver des familles d'accueil, à traiter des situations d'une très grande complexité, voire d'une très grande difficulté. Mais si les questions prostitutionnelles, les questions du trafic de drogue qui ont été évoquées, l'émergence de l'accueil de jour, enfin, il y a comme ça 1 million de sujets. Sans compter, on n'a pas cité encore les travaux de la Civise, on aurait pu, ça aussi c'est pas mal. Mais il y a un moment où il faut qu'on se dise vers quoi on veut aller et qui sont dans la société les acteurs qu'on va pouvoir essayer de mobiliser. Regardez ce qui se passe avec les parents. Vous imaginez que vous auditerez ou vous avez peut-être déjà entendu nos amis d'ATD Carmonde avec qui on travaille beaucoup. Ils nous disent, mais il n'y a pas que, hein, le Secours 4, les structures qui travaillent avec les gens qui sont en situation de grande pauvreté, pourquoi l'aide sociale à l'enfance leur fait peur? C'est quand même la folie. Quand on est en mauvaise santé, quand on a un problème de santé, un doute sur sa santé, et même quelquefois sur son comportement qui a des rapports avec la santé, je pense à l'alimentation, la consommation d'alcool, la manière de faire du sport, etc., on va demander au médecin parce qu'on pense qu'il a la compétence et il va nous aider, il ne va pas nous juger immédiatement. Des parents qui sont en difficulté éducative, la première chose qu'ils vont faire, c'est certainement pas d'aller à l'ASE. Même la PMI leur fait peur. Oui, alors on pourra en parler aussi de la PMI, c'est un joli sujet. Mais alors du coup, comment ça se fait que le système, finalement, qui dépense des fortunes, qui est supposé aider les gens, qui les aide trop tard, qui prend le placement comme modèle conceptuel de la protection de l'enfance, qui considère l'accompagnement à domicile uniquement comme une façon d'éviter le placement, alors que le placement devrait être une bonne solution quand elle est effectivement, quand elle est la bonne, mais à condition d'avoir aidé les parents au moment où ils en avaient besoin. Qu'est-ce qu'il y a comme étude aujourd'hui qui permet d'analyser la situation socio-économique des familles suivies par l'aide sociale à l'enfance? Vous avez vu ou entendu parler, ou sinon je vous invite à le regarder parce qu'il est exceptionnel, le numéro de la Revue française des affaires sociales de mois d'octobre 2023. Il fait un état des lieux sur protection de l'enfance et pauvreté. Mais il dit des choses qui sont dites depuis des années, et on continue de ne pas le faire. On mesure l'IPS, l'indice de positionnement social dans les familles des enfants scolarisés. En protection de l'enfance, où tout le monde dit que c'est un sujet majeur, on ne le regarde même pas de loin. Et après, on s'étonne, et ce qu'a dit l'IGAS en 2019, le rapport IGAS sur la prévention, il est marrant celui-là. Il dit il n'y a pas de politique de prévention. Alors effectivement, s'il n'y a pas de politique de prévention, on ne met pas en œuvre de politique de prévention. Donc si on ne met pas en œuvre de politique de prévention, il y a une accumulation des difficultés qui font que le secteur dont on parle tous comme étant le plus en difficulté, c'est celui de l'accueil, donc du placement. Et effectivement, il y a un effet de concentration, mais le seul moyen de diminuer la pression, c'est pas de dire qu'il faudrait moins de placement, ça ne veut rien dire. C'est d'aider les familles plus tôt, en considérant que c'est un vrai enjeu d'action publique.
aider les familles plus tôt. Mais ça suppose, et là aussi, il y a de très très bons articles dans la littérature. Il y a des exemples en Italie, au Canada, en Espagne, qui montrent qu'on peut avoir des politiques publiques tournées vers les parents. Les Italiens, ils disent, l'aide sociale à l'enfance, elle doit devenir désirable par les parents. De la même manière que quand on a besoin d'aller chez le médecin, on désire aller chez lui parce qu'on sait que ça va nous servir à quelque chose, ça va nous aider. Donc rendre l'aide sociale à l'enfance désirable, c'est un changement de concept. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre de la hauteur, parce que si on va voir les acteurs dont nous sommes, en disant « Oh, il faudrait que vous deveniez désirable », ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut penser. Il faut qu'on pense l'avenir de ce système autrement que dans le fonctionnement dans lequel il est aujourd'hui. Voilà. Je vais m'arrêter parce que je suis bien trop long, mais du coup on plaide pour ça et on voit bien que au CNPE on n'a toujours pas pu présenter nos travaux sur la prospective. Au GIP Enfance Protégée, il est tellement en difficulté, le pauvre vieux, enfin le pauvre vieux est tout jeune, mais il est tellement en difficulté quand même qu'il ne peut pas se saisir de cette question qui fait pourtant partie, Pierre Stecker le dit facilement, ça devrait être à nous de porter ça. Je ne sais pas si c'est vous qui vous occupez des moyens dont ils ont besoin pour faire ce qu'ils ont à faire. Enfin, toujours est-il que si personne ne se pose la question de l'avenir, eh ben on est comme les grenouilles. Vous avez vu mes diapos en novembre, le syndrome de la grenouille. On les met dans l'eau froide, elle commence à chauffer, et puis c'est ce qui se passe. Et petit à petit, elle va finir par bouillir, et la grenouille va mourir. Alors que si on met une grenouille dans l'eau chaude, tout d'un coup, elle va s'échapper parce qu'elle sait faire. Ben, nous, on est dans la casserole en ce moment, en train de bouillir, et ça colle pas. Il faut qu'on en sorte. Mais pour en sortir, il faut qu'on monte dans une montgolfière. Voilà, c'est ça notre idée. Et monter dans une montgolfière, c'est arrêter de chercher des solutions uniquement pour tout de suite. C'est vrai qu'il faut des solutions pour tout de suite, mais si on ne fait que ça, on voit bien qu'on n'en trouve pas. Merci beaucoup. Est-ce que SOS veut compléter ? Peut-être sur un sujet, et je vais laisser Diane autour de la question des jeunes majeurs, et ce sera SOS, mais ce sera aussi au nom des collectifs dont pour le coup, nos collègues font partie aussi. Juste, il y avait une question sur les MNA. Alors, en l'occurrence, à SOS, dans quelques villages, à Marseille, enfin, quand il y a des jeunes, ils sont pas fréquemment en fratrie, mais à la maison Claire-Moranda, où on accueille une soixantaine de jeunes qui ont 16 à 21 ans, il y a des jeunes mineurs non accompagnés. Juste sur ce chapeau-là, en tout cas, on sait, parce qu'on est quand même quelques-uns et depuis longtemps en protection de l'enfance, qu'il y a un enjeu singulier à accueillir des enfants qui sont non accompagnés. Pour autant, la litanie de c'est depuis qu'il y a les MNA que les problèmes de l'ASE vont pas bien et que s'il n'y avait pas les MNE, ça ira mieux, ça, on n'y croit pas une seconde. Il faut évidemment accompagner, et dans une forme de péréquation, il faut accompagner les départements à accompagner ces enfants venant d'ailleurs et sans adultes pour les accompagner ici. Mais pour autant, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt de tous les débats, parce que ça, c'est usant. Et pour le coup, là, la montgolfière, elle ne décolle pas du tout quand on approche les choses de ce côté-là. Je te laisse pour les jeunes majeurs. Puis je reviendrai peut-être sur vous parliez d'effets éventuellement de la loi Taquet. Sur les questions de fratrie, je vous dirai ce qu'il en est. Merci Hervé. Oui, tout à fait. Alors justement, dans le propos liminaire, en introduction, j'en ai très très rapidement parlé. On a donc fait une enquête il y a peu, donc qui n'a pas de vocation scientifique, mais bon, ça rassemble quand même les verbatims et les remontées de 75 professionnels de terrain, que ce soit des directeurs de village, des assistantes sociales, des assistants sociaux. Enfin, il y a beaucoup de professionnels et qui sont présents sur tout le territoire, à peu près 35 départements. Donc on a essayé de calculer justement l'effectivité de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, la loi Taquet, sur le volet jeunes majeurs. Et en fait, il y a beaucoup de choses assez inquiétantes qui en sont ressorties. Dans les faits, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a toujours autant de pratiques que de départements en termes d'accompagnement des jeunes majeurs. C'était déjà le cas dans le premier bilan qui avait été fait par Cause Majeure au 1 an de la loi Taquet. Donc ça s'est confirmé. Comme les nombreuses situations de non-respect de la loi par les départements sur la question de l'accompagnement jeunes majeurs, notamment le fait de mettre fin à un accompagnement quand il n'y a pas de... Je m'en souviens là de mémoire, mais quand il n'y a pas de formation professionnelle. Or, c'est
peut-être pas le moment justement d'abandonner un jeune au moment où il a ce vacuum dans son parcours de scolarité. Ça vient briser tous les fondamentaux aussi autour. Voilà, ce qu'on a constaté aussi, c'est que la nature et la durée des accompagnements sont trop souvent insuffisants. Les contrats de travail, donc les contrats jeunes majeurs, je crois qu'on les appelle plus comme ça, ou pas comme ça, mais l'accueil provisoire, voilà. J'ai toujours entendu ce terme, mais bon, apparemment je me trompais, donc voilà. Et sont de plus en plus courts, majoritairement très très courts, donc de 2 à 6 mois. Et souvent aussi réduit à une simple aide financière sans accompagnement socio-éducatif. Le droit au retour, lui, il n'est pas ou peu appliqué. Et il y avait aussi un chiffre qui m'avait beaucoup choqué, frappé, je me souviens. C'était le fait de constater que l'entretien 6 mois après la majorité du jeune, dans les verbatims des professionnels et dans le chiffre, pour seulement 11% de professionnels relataient sa réelle mise en place. Donc c'est un moment très très délicat, le passage à la majorité. Tous les témoignages de jeunes le disent, ça fournit beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, et c'est souvent dans ces moments-là qui vont s'orienter vers une orientation subie plutôt que choisie par manque d'entourage, d'accompagnement holistique global. Voilà, donc pour répondre à tout ça, Cause Majeure, donc il y a notre collectif de plaidoyer qui rassemble 30 associations et de personnalités qualifiées, a fourni 5 propositions. Il y a aussi un document de recommandation de 35 pages que je me ferai un plaisir de vous joindre a posteriori de cette audition. Mais en tout cas, il y a 5 propositions phares. Celle d'instaurer un droit opposable à l'accompagnement pour mettre fin définitivement aux sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance. De donner à tous les jeunes en situation de vulnérabilité les mêmes droits, quel que soit leur parcours. De créer un vrai projet d'accompagnement vers l'âge adulte qui soit basé sur un soutien éducatif, psychologique et social. Également d'accorder une poursuite de l'accompagnement aux jeunes jusqu'à 25 ans. Alors ça ne marche pas comme un âge couperet, mais en tout cas on constate que dans la moyenne les jeunes partent de chez eux aux alentours en tout cas deviennent indépendants, finissent leurs études, quittent le foyer familial aux alentours de 27 ans. Donc quand on pense 21 ans, alors là soudainement on se dit il y a vraiment un double standard et ça doit être très compliqué. Et surtout que c'est souvent 19, exactement. Et enfin, la 5e proposition, c'est d'obtenir un véritable engagement financier de l'État pour soutenir les départements et leur permettre de mettre en œuvre concrètement ces mesures, et pour qu'on évite justement ce très très fort taux d'inégalité territoriale qu'on constate d'année en année, voilà, dans les études et dans les remontées de terrain. Juste pour compléter sur ce sujet, on sent par contre que le débat d'idées est passé. C'est-à-dire que vous ne rencontrez pas grand monde, ni dans un département, ni ailleurs, qui va vous dire, bah oui, un enfant de 18 ans, il faut qu'il vive à la dure. Tout le monde a à peu près compris que le principe de réalité dans une société européenne, c'est effectivement âge moyen de décohabitation, 24-25 ans, premier CD à 27 ans. Et pourtant, on ne comprend pas ce qui... Parce que pendant un moment, c'était ça le débat. C'était, ils peuvent se débrouiller. Moi aussi, j'ai mangé mon pain noir à une époque. En fait, ce n'est pas le sujet. Maintenant, il faut se donner les moyens pour passer à l'action. Et là, je rajoute juste qu'en ce moment, et on comprend qu'ils ont un problème, on trouve la solution pas forcément adéquate. Il y a une vraie tension. Les départements, là, avec les histoires de droits de mutation, enfin, vous êtes bien au courant des sujets de financiers autour des départements, et on peut craindre, parce que ça a été un petit peu le cas en 2008, suite aux crises financières. C'est dans ces moments-là que les jeunes majeurs peuvent apparaître comme une variable d'ajustement pour un contrôleur de gestion, entre le doit accompagner ou peut accompagner. Et donc, il faut être d'autant plus vigilant, parce que ça peut être une petite variable d'ajustement. Pour des vieux comme moi, j'ai connu l'accompagnement des jeunes jusqu'à 21 ans, avant la loi Taquet, sans aucun souci. Il y a eu un moment où on pouvait accompagner des jeunes, c'est pas une nouveauté, et c'était très bien. L'intention de la loi Taquet de remettre ça au travail, c'est bien, mais ce qui était surprenant, c'est que ce soit nécessaire, parce que c'était un accompagnement qui, depuis 1974, se faisait relativement convenablement. Sur la question des fratries, non, pas partout, Madame Petit, pas partout, mais ça s'est dégradé au fil du temps. Pendant un moment, ça se faisait de façon beaucoup plus... ça coulait de source plus, voilà. Sur les fratries, juste, la loi Taquet a eu un vrai effet, c'est-à-dire, là encore, c'est un article qui rappelle ce qui est déjà la loi, parce que c'était déjà... Mais il a été très prescripteur. Donc ça peut être intéressant. Le truc qu'on dit, nous, beaucoup, et que ce soit pour les familles d'accueil, pour les maisons d'enfants, etc., et dans l'ouvrage qu'on fait,
document qu'on a fait, là, la fratrie, une ressource à hauteur d'enfants, on ne parle pas que des villages d'enfants, on parle de l'accueil fratrie en général. Et donc, la question, c'est quand même, en même temps qu'on accompagne, nous, on est des farouches défenseurs de l'accueil conjoint des fratries. Mais parce qu'on dit ça, on sait aussi que ça demande une analyse pour comprendre quel est le parcours de ces fratries. Est-ce que cette fratrie a vécu ensemble avant? Est-ce qu'elle n'a pas vécu ensemble? On a des fois des fratries de familles multicomposées. Et tout ça n'est pas un frein, mais tout ça doit être pensé parce que l'accueil d'une fratrie multicomposée, l'accueil d'une fratrie qui n'a pas vécu ensemble ou l'accueil d'une fratrie qui a vécu ensemble, c'est pas les mêmes ressorts, c'est pas le même travail que ça va demander aux accueillants, et il faut le préparer. Il faut préparer avec les enfants, et il y a aussi parfois des dangers intrafraternels. Il faut parfois savoir ne pas accueillir ensemble des frères et sœurs. C'est possible aussi. Hein, l'analyse, elle va jusque là. La question, elle est Baptiste, tu le disais un petit peu sur les maisons d'enfants, etc. Il y a même un enjeu aussi économique, c'est-à-dire l'accueil conjoint de fratrie. L'astuce, elle est simple quand même. Au-delà de la volonté, il y a un enjeu de carence de place, de vacances de place, pardon. Il vous faut 3 places vides pour accueillir 3 gamins en même temps. Si tout est tendu, donc il faut un modèle économique qui le permette. Et ça, il faut que nos collègues qui demain accueillent des fratries, pour mieux le faire, que ce soit dans une famille d'accueil, que ce soit dans une MEX, je fais exprès de ne pas parler des villages d'enfants dans lesquels le concept est pensé pour depuis le début. Mais c'est un des enjeux dont on ne parle pas assez. Et ça ne va pas être magique. Ce n'est pas parce qu'on dit accueillir des fratries. À un moment, une famille d'accueil qui perd une partie de son revenu à chaque enfant qui s'en va, elle ne va pas avoir à un moment 3 places pour accueillir un enfant. Une maison d'enfants, bon voilà, je ne vous refais pas le système. Et donc ça, c'est un enjeu très pragmatique d'accueil des fratries. Je peux vous dire plein de choses très philosophiques et très psychopédagogiques, mais cet enjeu pragmatique compte aussi. Et il faut l'avoir en tête. Et sur le côté prescriptif et la transformation de l'offre qui est à l'œuvre, parce que grosso modo, entre nous, Action Enfance et la Fondation Ardouvin, qui sont un peu les 3 acteurs de villages d'enfants, on va dire, ici il y a le groupe SOS ici qui a un village, mais c'est surtout Action Enfance et nous, disons, on couvre, disons, 35 départements français. Il y en a 101. Si on imaginait qu'il faille un village d'enfants par département, ça va faire 15-20 fratries. Hein. Ça ne va pas être la solution pour toutes les fratries. D'autres fratries seront bien accompagnées dans d'autres modèles. Vous voyez l'ampleur du truc. Évidemment, on reste, nous, des associations privées, voilà, et donc il y a un investissement énorme, et surtout, il n'y a pas, on le dit, hein, dès qu'on peut, à l'ADF ou à autre, il n'y a pas de coordination. Donc là, on a vu des tonnes et des tonnes d'appels à projets qui sont arrivés tous en même temps. Nous, on n'est même plus en capacité d'y répondre. C'est même pas... Et puis après, il faut faire. Et là, il y aurait besoin d'un endroit pour coordonner tout ça, pour se dire, en fait, ce qui est à l'œuvre, c'est une transformation de l'œuvre, de l'offre souhaitable. Déjà, il ne faut pas que ce soit juste un effet de mode. Il y a aussi, voilà, moi je crois beaucoup, et nous on a aussi des programmes de renforcement des familles en journée, je crois beaucoup à ce panel de solutions, donc il ne s'agit pas que le village d'enfants soit la solution absolue partout, mais par contre pour la transformation qui est à l'œuvre là, il faut vraiment un accompagnement, et il faut un peu jalonner les choses, parce que sinon, on va juste pas y parvenir. Et c'est ce que je trouve difficile en ce moment, et d'ailleurs, vous êtes la représentation nationale, nous on est plusieurs à plus aujourd'hui vous demander votre devoir de vigilance sur l'exécution des lois, plutôt que de légiférer encore. Et aujourd'hui, voilà, parce que sinon, c'est vraiment... je reboucle rapidement avec l'attractivité du métier. Quand on fait un métier dont maintenant beaucoup de débats d'idées commencent à être gagnés, pas tous, hein, mais on se dit qu'il y a même les lois qui vont bien, et qu'en fait, on n'a encore pas les moyens de bien travailler et qu'on fait une catastrophe, là, les horizons sont quand même difficiles. Parce qu'avant, il y avait un petit côté, on n'y est pas encore, mais je vais me battre, mais là, il n'y a pas à se battre, la loi dit que c'est OK. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut accompagner. Les moyens. Oui, dans la réflexion que je voulais par rapport à ce que vous disiez à l'instant, on sait à peu près ce qu'il faut. Il faut déjà des décrets d'application. Quand les décrets tardent, malheureusement, ça ne fait que tarder tout ce qui peut être mis en œuvre, bien évidemment. Et on l'entend bien aussi, les budgets. Voilà, c'est la petite réflexion que je me faisais, mais enfin, que tout le monde devine. Il y a sans doute de ça, mais là, en partie, il y a une partie des décrets qui sont quand même sortis, etc. Je crois qu'il y a aussi ce que dit bien le travail prospectif qu'on a engagé et qu'on aimerait repris par d'autres. C'est-à-dire qu'il y a un moment,
tu parlais de l'Italie, on peut parler des Québécois. Sur l'éducation, les Finlandais, qu'on trouve géniaux sur l'éducation nationale, les Finlandais, c'est le modèle. Les Finlandais, ça a été la cata il y a 30 ans. Ça a été la cata. Les Danois, sur la jeunesse, la politique de jeunesse, ils sont devenus super parce que pareil, ça a été la cata. Eux, ils se sont dit, ils sont très peu nombreux. Ils ont pris en compte que leur jeunesse, c'était leur trésor. Une fois qu'il y a eu sociétalement une prise en compte de l'investissement et de la richesse que ça constitue, eh bien, tout naturellement, quelques années après, avec des cerveaux qui doivent avoir aussi intelligents qu'ici, ils ont construit une politique. Je trouve qu'ici, on n'est pas encore passé sur le côté, c'est un investissement, c'est une richesse, tous ces jeunes. Et je pense qu'il y a aussi un côté un peu... voilà, encore aujourd'hui. Michel, je crois que tu veux rebondir. Oui, je vais rebondir sur la loi Taquet. Mercredi prochain, le matin, je rends avec mon collègue Serge Muller le rapport d'application de la loi Taquet. Rapport d'application, hein, ce n'est pas un rapport d'évaluation. Hein. Pour ma part, il viendra plus tard, hein, puisque pendant 2 ans, comme vous l'avez bien dit, il n'y a pas eu grand-chose de sorti. Et les quelques décrets qui restent à sortir vont être sortis. Vous saurez le fin mot de l'histoire, on va dire ça comme ça. Mercredi prochain, donc le 10, le rapport d'application sera remis dans le cadre de la commission des affaires sociales. Et donc, voilà, vous aurez tout loisir d'écouter ce que nous avons à dire, mon collègue et moi. Merci. Je vous laisse rapidement parce qu'après, j'avais quand même une dernière question, mais allez-y. Oui, je vais être assez rapide, hein, en tout cas pour répondre de façon très, très rapide sur chacun des points que vous avez abordés tout à l'heure. Le taux d'encadrement, effectivement, c'est quelque chose d'assez prégnant et d'assez présent, en tout cas chez les assistants familiaux, hein, puisqu'il y a une forte corrélation justement avec les taux de rupture. Ça, faut savoir. Et nous avons effectivement regardé un petit peu ce qui se passait en termes de taux d'encadrement d'une façon générale au niveau national. Dans le privé, nous sommes sur des taux d'encadrement entre 7 et 20, une fourchette assez large. Et en ce qui concerne effectivement le public, on est désormais sur des taux qui varient de 20 à 40. Voilà, donc autant vous dire qu'effectivement, on est sur des strates... Pardon ? Les taux d'encadrement. Parce que, nous, ce qu'on appelle... oui, c'est-à-dire nombre de situations prises en charge effectivement par des éducateurs. Voilà. Taux d'encadrement des éducateurs. Parce qu'effectivement, je parle par rapport effectivement aux AF, bien sûr. Hein, parce que j'essaye effectivement d'être au plus proche de nos métiers, parce qu'effectivement, alors vous parliez tout à l'heure, on parlait de prospective. Hein, alors je ne vais pas en parler puisque c'est un débat que j'ai eu hier justement à la table ronde de la Croix-Rouge, hein, où justement on parlait de l'avenir, en tout cas de la protection sociale, mais plus précisément de l'accueil familial. Donc de proposer effectivement des solutions pour améliorer les conditions de travail et l'attractivité des métiers. Donc je vous transmettrai tous ces éléments-là, puisqu'on a pu les aborder auprès de la Croix-Rouge. En ce qui concerne effectivement les MNA, hein, les MNA du côté des assistants familiaux, en fait, de ce qui ressort sur le terrain, ce sont des accueils spécialisés, hein, comme il y a des accueils d'urgence, on va dire thérapeutiques, etc. Donc, en tout cas, nous avons des assistants familiaux qui sont spécialisés sur l'accueil de MNA. Elles en sont fort satisfaits, hein, pour la plupart. Et ce qu'ils nous en disent, c'est que malgré tout, alors ça effectivement ça peut faire bondir, mais ils n'ont pas la difficulté à gérer la relation parentale. Voilà. Oui, c'est un peu ce que vous disiez par rapport au Covid tout à l'heure. Tout à fait. Et enfin, pour l'accueil de jour, effectivement, certains employeurs l'ont mis en place. En tout cas, l'ont mis en place en soutien d'assistants familiaux qui se retrouvaient avec des situations complexes, pour lesquelles, effectivement, comme je disais tout à l'heure, des déscolarisations, absence de prise en charge pédopsie. Et effectivement, ces accueils de jour viennent en soutien. Et effectivement, ça permet en tout cas de pouvoir avoir une meilleure prise en charge de l'enfant qui est chez l'assistant familial. Et enfin, je terminerai par la loi Taquet, puisque vous avez posé aussi cette question-là, hein, notamment en termes de rémunération. Alors, après presque 2 ans, on va dire, de cette loi, oui, on va dire du côté de la rémunération,
tous les employeurs ne l'ont pas encore mis en place. Et pendant plus d'1 an, on va dire, la loi ou même le décret, puisque c'était le 30 août 2022, si je me rappelle bien, beaucoup d'employeurs ont cru qu'à partir du moment où ils ne mettaient pas en place les avenants consécutifs effectivement à ces besoins concernant le mode de rémunération des assistants familiaux, à partir du moment où on ne le produisait pas d'avenant, il n'y avait donc pas d'obligation de l'ensemble des employeurs. Donc il a fallu faire beaucoup de recours et beaucoup d'interpellations pour pouvoir leur faire comprendre qu'il y avait aussi en France une hiérarchie des normes qui existait. Donc ce n'était pas effectivement les départements qui allaient décider si une loi devait s'appliquer ou pas. Donc en tout cas, on est sur la bonne voie, mais on a quand même perdu plus d'1 an et demi. Voilà. Merci. Non, mais je sais qu'il y a des choses aussi où on interdit aux assistants familiaux d'aller proposer à un autre département s'ils veulent avoir l'augmentation. On les oblige à signer des avenants qui les renferment, j'allais dire. Je crois que vous vouliez rapidement intervenir. J'ai vu oui, mais à tout ce qui était dit tout à l'heure, juste en effet, nous on pense aussi que les enfants aujourd'hui, c'est les citoyens de demain. Vous demandiez ce qu'il faut. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Les constats, ils sont faits, ils sont partagés. La notion de plan de Marshall, pour nous, dont je parlais tout à l'heure, elle est aussi de dire que ces constats, on les a faits. On est tous en train de se dire ça. Oui, la démarche prospective, mais oui, encore une fois, l'enfant est un tout. Je crois que l'exemple de Christine, il va rester, c'est bien, parce que ça parle et c'est parlant et c'est tant mieux, c'est l'objectif. Mais aujourd'hui, il faut pouvoir permettre de mettre en face, oui, les décrets d'application, excusez-moi, d'où on part, comment on y va, combien ça coûte concrètement aussi. Ça, nous, on le fait, on l'a fait, on peut vous le dire. Voilà, et cette notion de pardon du terme, mais investir aujourd'hui pour demain, en fait, parce que ces enfants, ils sont là, ils n'ont pas choisi, on le sait, et on est là que pour ça. Donc nous, on croit quand même beaucoup à ça. Peut-être quelques mots rapides. MNA, pour nous, établissement public, inconditionnalité de l'accueil. Donc on y répond comme ça, selon après bien évidemment, la loi est la même pour tous, mais le principe de libre administration des collectivités fait que parfois, souvent, ils s'administrent librement, mais nous, on les accueille de manière inconditionnelle. En tout cas, c'est ce que GEPSO défend. Et notamment, une petite particularité, c'est important de parler d'elles, de ces jeunes femmes qui arrivent enceintes, mineures, très jeunes. Et on est à peu près... oui, de plus en plus, oui. Les chiffres le montrent. Donc... Non, mais c'est pas exponentiel du tout. Ce serait dire... Voilà, mais il y avait peu de filles, mais le peu de filles qui arrivent aujourd'hui... Une partie arrive avec un parcours déjà extrêmement complexe. Oui, souvent, mais avec aussi des difficultés à retracer leur propre parcours et avec souvent des grossesses issues de viol, du fait de leur passage dans des pays qu'on connaît. Donc nous, on les accueille aussi, puisqu'on a des centres parentaux et des centres maternels pour elles. Mais maintenant, on a souvent les deux modalités d'accueil. Voilà, donc c'était juste rajouter ça, parce que je ne suis pas sûre d'avoir plus de temps. Mais peut-être, on voulait parler du contrôle, parce que vous parliez tout à l'heure, madame, du contrôle. Nous, on a un peu vu ces dernières années la notion de une crise, un contrôle. Une crise, des contrôles, c'est ce qu'on entend. Alors on ne s'est jamais caché de ce qui était montré par M6 et par même le service public sur le service public, France Télé pour ne pas les citer. Ça existe, c'est des choses qu'on dénonce, sur lesquelles on essaye de vous interpeller, de faire connaître. Il y a aussi d'autres choses. On a un nouveau référentiel aujourd'hui qui a été... L'ANESM a été absorbée par la HAS, la Haute Autorité de Santé. Alors on a certaines craintes, nous, parce que c'est très standardisé, on est dans des établissements où on n'a pas forcément les possibilités de déployer comme à l'hôpital une force de frappe, j'ai envie de dire, sur la qualité et le contrôle, mais on le fera et c'est normal. Et avoir un tiers, en fait, oui, nous l'État pourrait l'être, de notre point de vue, pour vérifier l'adéquation entre ce qui doit être fait, entre l'application de la loi, entre comment on répond à des besoins, quelle réponse on apporte. Ça vient reposer, on insiste sur l'effectivité de l'encadrement, la réponse aux besoins des enfants, donc le taux d'encadrement, donc la formation des professionnels. Pour nous, c'est un tout. Ça paraît être un cercle qui n'est pas vertueux, mais qui pour nous l'est vraiment. Et quid donc, encore une fois, de ce taux, de la présence de ces personnes formées face à ces enfants avec des traumas et des problématiques particulières. Si on fait le lien sur l'enfant est un tout pour la dernière fois, sur la politique de scolarité aussi, les références scolaires, oui, pourquoi pas. Quelle articulation, encore une fois? Est-ce que on va encore avoir une nouvelle référence et on ne saura pas comment l'articuler, ou est-ce qu'on va arriver à quelque chose? Voilà, pourquoi pas. Donc sur le contrôle et l'effectivité de ce qu'on fait, nous, évidemment, j'ai envie de même que c'est dans notre ADN. Quand on est formé à diriger des établissements, pour nous, ça va de pair et c'est normal. Et on met en place des politiques publiques à destination de mineurs. C'est bien évidemment... un dû presque, j'ai envie de dire. Comment et par qui? Pour nous, les tiers existent, mais pas dans l'action-réaction, quoi. Et il y a vraiment des manques. La Cour des comptes faisait état de,
je crois, de 23 années entre le premier et le dernier contrôle des établissements publics, en tout cas de protection de l'enfance. Donc ça interpelle et ça doit interpeller. Voilà, merci. Merci beaucoup. On arrive à la limite du temps. Est-ce que l'un de vous a oublié un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué en 10 secondes, 15 secondes? Oui, Monsieur Cohen. Oui, parce que ça vous intéresse, les rapports entre l'État et les départements. On ne l'a pas évoqué directement aujourd'hui, mais vous avez dit que vous alliez rencontrer la ministre bientôt. Dans notre rapport, toujours à la prospective, il y a 2 propositions qui émergent. Ce n'est pas nous qui les faisons, elles émergent de la réflexion. On ne dit même pas que ce sont des bonnes idées. Ce sont les 2 seules aujourd'hui sur la table qui concernent une évolution des rapports État-département, mais qui ne mettent pas en cause la question de la décentralisation. Ils ne mettent pas en cause. Le premier, c'est créer une agence technique nationale dotée de moyens pour prendre des décisions opposables concernant l'action éducative. Il n'y a aucun endroit aujourd'hui où des décisions opposables ne se prennent. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne demande pas à ce que ce soit à l'État de le faire. On dit qu'il faut un endroit où on prend des décisions. Tant qu'on ne prend pas de décision, chacun fait ce qu'il veut. Quand chacun fait ce qu'il veut, c'est le bazar, c'est la situation actuelle. Donc, une agence technique nationale, quel que soit son nom. La deuxième chose qu'on propose, qui est proposée par la démarche, qui est envisagée, et encore une fois, ce n'est pas du tout forcément une bonne solution, mais elle fait réfléchir, c'est en tout cas ce qui a intéressé l'Association française des magistrats, c'est une nouvelle répartition des rôles entre État et département. Puisqu'il y a beaucoup de judiciarisation, les juges interviennent au nom de la loi, ce qui est judiciarisé est pris en charge par l'État, ce qui ne l'est pas pris en charge par les départements. Les départements restent chefs de file, puisque la file, elle commence par la prévention. Ils restent chefs de file. L'objectif, c'est d'aider les familles qui en ont besoin. Mais quand le système va si mal qu'il faut judiciariser, ça devient la responsabilité de ceux qui organisent la judiciarisation. Voilà. Donc, encore une fois, ce n'est pas pour dire que ce sont de bonnes idées, c'est pour dire que si on se met à réfléchir à plusieurs, si on se tourne vers l'avenir, on regarde autre chose que les conflits immédiats. Et ce n'est pas inintéressant dans la situation actuelle. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est que tous les documents que vous voulez nous faire passer en priorité par dématérialisé, comme ça on pourra l'envoyer à tous les collègues de la délégation, même ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, ce qui facilite aussi la sensibilisation de tous nos collègues. On reste bien entendu à votre écoute si vous avez l'impression d'avoir été très frustré de ne pas pouvoir nous dire quelque chose aujourd'hui, parce que je sais que c'est jamais facile ce genre de table ronde, mais ce qui permet souvent d'extraire quand même le plus important et d'avoir souvent des idées communes entre différents acteurs. Et en tout cas, voilà, on reste à votre écoute. Les contributions écrites, c'est possible. Et quoi qu'il arrive, c'est ce que vous avez dit. Je crois qu'on en connaît un certain nombre d'entre vous. Et donc, n'hésitez pas. Et en tout cas, mesdames, bon retour dans vos établissements. Et merci en tout cas à tous pour le travail que vous faites. Merci pour vos interventions. Elles étaient percutantes. Et vous aussi.